Madame, Monsieur, bonjour et merci surtout pour votre fidélité à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. C'est avec un énorme plaisir que nous retrouvons ici à Yaoundé au palais de congrès le professeur Bok Bassok, qui est écrivain, égyptologue, un visage qu'on ne vous présente plus, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'espère qu'Afrique Média m'invitera un de ces jours parce que je vous vois tout le temps, je regarde vos émissions. Merci beaucoup, professeur. Je vous rassure que vous serez invité dans les prochains jours. Les téléspectateurs vous connaissent très bien à travers vos écrits sur le continent africain. Alors, professeur, vous êtes parmi les participants de cette conférence internationale CEDEAO 2022. Alors, je voudrais peut-être qu'on commence par là. Quel est l'intérêt que vous accordez à cette rencontre de l'élite intellectuelle africaine à Yaoundé pour réfléchir sur ce qu'on appelle, ou on appelle ici, la nouvelle pensée africaine? D'ailleurs, ça a été la thématique de votre communication. Oui, c'est ça. S'il y a la nouvelle pensée africaine, c'est qu'il faut connaître l'ancienne. Et moi, ce qui me gêne beaucoup dans le débat, bien que ce soit positif, qu'on s'asseye pour y réfléchir, c'est que la question n'a pas été posée quelle est l'ancienne. Parce que si on ne connaît pas l'ancienne, on ne pourra pas se projeter. Je voudrais dire que la pensée occidentale est fondée sur le cartésianisme. Descartes a posé la méthode en science. Dans le modèle asiatique, en gros, il y a le yin et le yang qui prédisposent les individus à organiser leur modèle de pensée à partir du yin et du yang. Nous sommes le seul peuple qui n'a pas fondé ou refondé cette pensée, mais où les chercheurs ont tous la prétention de parler de l'Afrique alors qu'ils n'en parlent réellement pas. Parce que le but est celui-ci. On ne peut pas prendre la rationalité africaine pour tenter de la broder sur le modèle cartésien que nous avons hérité, ou le modèle positiviste. Or, les 90% d'universitaires de chercheurs prennent les bribes de la pensée africaine pour aller la coller sur le modèle cartésien. Qui plus est, ce modèle cartésien n'est plus d'actualité en Occident. Aujourd'hui, en Occident, on parle de la pensée de la complexité. Et Edgar Morin a posé la méthode de cette complexité. Donc, à mon sens, il aurait été judicieux qu'il y ait une question de fond. On pouvait dire, première partie, la tradition de la pensée africaine. Deuxième partie, la nouvelle pensée. À ce moment, on aurait pu s'entendre sur les préliminaires. Parce que quand nous parlons tous comme ça, chacun vous dit pour lui, l'autre est chrétien, l'autre est musulman, mais ils appellent ça tout. Alors, professeur, si on vous comprend bien, on a l'impression, vous donne l'impression qu'on a surfé un peu sur ce qu'on peut appeler la nouvelle pensée, l'ancienne pensée africaine. Il faut quand même qu'on s'arrête à un moment défini. Alors, est-ce que la pensée africaine tout court, c'est quoi? Est-ce qu'elle a existé? De quoi s'agit-il concrètement pour qu'on en arrive à penser à une nouvelle pensée? Bon, alors, si l'Égypte pharaonique, dont nous sommes les descendants, a été première puissance mondiale, ça veut dire qu'ils n'ont pas raisonné au hasard. Si l'Empire du Mali a été première puissance mondiale au Moyen-Âge, lors de Soundiata Keïta et avant les rois chasseurs, ça veut dire que ça n'a pas été pensé au hasard. Vous ne pouvez pas penser un empire si vous n'avez pas modélisé la théorie du droit, de l'économie, qui fasse fonctionner cet empire. Donc nous devons nous reposer la question fondamentale. Ils ont dit quoi, ils voulaient dire quoi? Alors la question, je vous la pose, professeur, sur ce plateau. Alors, la pensée africaine est fondée sur deux axes fondamentaux. Elle est cosmologique. C'est-à-dire que les Africains disent que si tu veux penser l'univers, regarde d'abord la nature. Ça, c'est l'instinct. Exactement comme l'instinct animal. Le boa ou le chien se guérissent parce qu'ils connaissent les plantes souhaitables. L'Homo sapiens sapiens, premier sur cette terre qui était l'homme noir, faisait pareil. Puisque la rationalité vient plus tard, c'est d'abord d'instinct. Ça, c'est d'instinct. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus travailler d'instinct.
la cosmologie sur laquelle l'Égypte pharaonique a bâti la science, elle est où? C'est de ça que je parle dans tous mes livres. La cosmologie, c'est quoi? Comment est né l'univers? Parce que tant que vous ne savez pas comment est né l'univers, comment l'homme va-t-il se mettre en marche par rapport à cet univers qu'il ne connaît pas? Et c'est ça le drame de l'Occident. L'Occident parle de l'univers, mais il ne tire pas les conséquences de ce que l'univers a comme intentionnalité pour faire son droit, son économie, etc. Pour preuve, les dérèglements climatiques, la montée en puissance des conflits, la guerre partout dans le monde, c'est parce que l'Occident ne sait pas comment l'univers est né. Or, si l'Occident savait comment l'univers est né, il ferait attention de déséquilibrer la nature, de couper les plantes partout, de couper les forêts partout. N'oubliez pas que Descartes a dit au XVe siècle que l'homme est maître possesseur de la nature. Vous vous imaginez? L'homme peut-il être maître possesseur de la nature? La pensée africaine dit que l'homme est né dans la nature. Et comme c'est la nature qui lui a donné naissance, cette nature est nécessairement plus intelligente que lui. Donc il doit se conformer à cet ordre pour qu'à l'éternité cosmique corresponde l'éternité sociale. Là, c'est l'éthique. C'est-à-dire que tu connais d'abord l'univers parce que tu l'as observé, tu en as déduit des lois scientifiques, et maintenant, tu te prépares à agir conformément à cet univers pour que l'univers existe définitivement et continue son périple sans cesse. L'Occident fait le contraire. Il nous dit sa propre science et après il est étonné que l'univers ne marche plus. C'est de ça qu'il est question, c'est ça le fondement. Maintenant, il faut prendre cette cosmologie et la mettre en droit, en économie, en théorie politique, en architecture. Vous voyez très bien que l'architecture des pyramides égyptiennes, c'est bien l'architecture de nos toits coniques dans toutes les cases. Tout à fait. Mais pourquoi? Parce que le monde, c'est une trilogie. C'est Horus, Seth et Maat. C'est un triangle sous l'aspect statique. Mais c'est une spirale sous l'aspect dynamique. C'est-à-dire que quand le vent souffle et que le cyclone se propage, l'énergie circule sous la forme d'une spirale. L'enfant naît dans le ventre de sa mère sous la forme d'une spirale. Parce que lorsque les chromosomes et les spermatozoïdes se rencontrent, il se met en place un liquide amniotique sur lequel se fonde l'enfant pour rester. Dans tous les domaines, les coquilles d'escargot, les galaxies sont en spirale. Donc pour l'Africain, la géométrie est première dans l'univers. C'est pour ça qu'on disait dans l'Égypte pharaonique et l'ancienne Grèce, nul n'entre ici n'est géomètre. C'est un géomètre. Parce que c'est la géométrie qui déterminait la manière dont le droit, l'économie et toutes ces sciences peuvent se faire. Il nous faut y revenir. Parce que c'est cette science-là qui va sauver l'Occident lui-même. Mais professeur, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'avec tout ce que vous venez de dire, l'Afrique retrouve aujourd'hui avec sa cosmologie, par exemple, balayée complètement? Mais c'est parce que c'est le résultat de l'éducation. Après l'Empire du Mali, le système colonial a déstructuré les initiés qui étaient porteurs de cette science, a organisé sa propre école et a mis en place ses propres prêtres et ses propres savants pour nous expliquer ce qu'est la vie. Et notre université a hérité de cette condition. Et notre drame, c'est que l'université continue à enseigner des sciences qui sont occidentales en prétendant qu'elles sont universelles. Universel vient de univers. Est-ce que ce que l'Occident dit est universel? Non. Ce que l'Occident dit, c'est sa propre pensée qu'il a établie et imposée à tous les peuples de la planète. Sauf en Asie. Pour preuve, l'Asie n'a pas fait une coupure entre ses traditions et la modernité. Nous, on nous a ontologiquement rabotés. On nous a fait installer la religion chrétienne et la religion musulmane, comme si Dieu, on pouvait parler avec Dieu. Les Africains premiers sur cette terre ont fait 300 000 ans, ils n'ont pas vu Dieu. Les gens viennent après dire que Dieu parle. C'est une absurdité, une hérésie. Donc vous comprenez, tant que nous ne reprendrons pas le fondement de la science, de la pensée africaine, nous ne comprendrons pas ce qui nous arrive parce que le cerveau fonctionne comme un logiciel. Vous lui donnez
ce que vous lui donnez et il répond en fonction de ce que vous avez mis dedans. Nous sommes allés à l'école, l'Occident a installé un logiciel qui est son logiciel et nous réfléchissons à la sortie comme eux. Pour preuve, nous finissons tous l'université, vous et moi, personne ne sait ce qu'est l'Afrique, son identité. C'est chacun d'entre nous qui est obligé d'aller chercher pour savoir. C'est pour ça que l'université doit changer de cap. La pensée juridique, la pensée positiviste, l'économie, tout ça, les agrégés sont où? Ils parlent de quelle science? Ça veut donc dire, professeur, actuellement sur le continent africain, il est question et même urgent de pouvoir décoloniser le savoir. Décoloniser le savoir, c'est facile à dire. Il faut refaire les fondements du savoir africain. Parce que chacun peut venir s'asseoir ici et vous dire, oui, vraiment, il faut décoloniser le savoir, c'est exact. Bon, on décolonise quoi dans le savoir? On décolonise la fondation. La fondation occidentale, il faut la ruiner avec les bases scientifiques de l'Afrique. Parce que les bases scientifiques de l'Afrique dépassent les bases occidentales de la connaissance. Donc il faut ruiner le fondement occidental de la connaissance et instaurer le fondement africain de la connaissance. C'est de ça qu'il est question. Or, pour instaurer le fondement africain de la connaissance, il faut d'abord disserter sur ce que c'est. Et que tout le monde dise non, c'est ça la vérité. Or, on ne disserte pas dessus, mais chacun vous dit oui, vraiment, la pensée africaine, un jour on verra, vous voyez que... Est-ce que ce n'est pas un discours pessimiste que vous tenez là, professeur, au regard de tout ce qu'on essaie un peu de voir autour de nous? L'Occident qui ne fait que devenir très fort sur le continent, en train pratiquement de faire des vagues, et l'école qui s'occidentalise de plus en plus, à côté d'une élite africaine qui se bat comme elle peut. Oui, mais l'élite africaine est 15%, hein? Donc ce n'est rien du tout, c'est du vernis. C'est-à-dire, nous qui sommes allés à l'école, qui avons la prétention de connaître, là, on n'est pas 15%. Donc en réalité, ça ne gêne pas. C'est-à-dire, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui enseignent à l'université, les 95% sont déconnectés. Mais ce n'est pas grave, parce que vous voyez la révolution politique qui se fait au Mali. Après la révolution politique, nous devons attaquer la révolution scientifique. Ça veut dire que ce n'est pas perdu. Donc, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est un long mouvement de métamorphose et de transformation. Ce qui se prépare au XXIe siècle, c'est l'arrivée de l'Afrique, via la Russie et la Chine. C'est-à-dire que la Chine et la Russie sont en train de poser les bases et le lit qui va fatiguer l'Occident et qui va donner du souffle à l'Afrique pour réémerger. Et cette réémergence commence par la révolution politique qui doit être suivie par la révolution scientifique. Je termine par ceci. On n'a pas besoin de 1000 personnes pour faire la science. 2 personnes. Trotsky et Lénine ont fait la révolution. Ceux qui ont fait l'islam et le christianisme n'étaient pas 5. On n'a pas besoin, on n'est pas des églises où on va chercher les gens. Vous comprenez? On est 2, 3, on refait la fondation africaine. Dans 15 ans, 20 ans, les élites là, les jeunes vont prendre. On n'a pas besoin de fouiller les gens, dire que non, c'est pessimiste. Il n'y a rien de pessimiste. Nous sommes dans la trajectoire normale. Parce que tout a commencé avec la beauté égyptienne et africaine. Puis l'Occident est venu installer la médiocrité. Aujourd'hui, ça renaît. C'est la loi de l'histoire, c'est l'entropie. On appelle ça les 3 principes de la thermodynamique. L'ordre, le désordre et la complexité. Vous voyez, nous étions dans l'ordre avant. Le deuxième principe de la thermodynamique, c'est le désordre. L'Occident l'a installé. Et maintenant, nous allons revenir à l'ordre supérieur qui est le modèle africain. Nous y travaillons, on va y arriver. Le problème, c'est qu'on ne soit pas pressé. Parce que tout le monde veut voir Jérusalem. On ne sait pas qu'on construit en 100 ans. Beaucoup croient que, comme ils sont assis là, il faut que demain ils soient ministres, il faut tout pour battre, pour racoler. Non! Nous devons travailler dans les 100 ans, 200 ans, pour que nos enfants s'en sortent. Merci à vous, professeur Bok Batsok. Ça a été un plaisir de vous avoir sur la chaîne de télévision panafricaine. Nous vous avons rencontré ici à Yaoundé, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette conférence internationale CEDOLA 2022, des assises pour une nouvelle pensée africaine. Professeur, merci d'être passé. Je vous remercie. Madame, Monsieur, quant à vous, la suite, c'est tout de suite sur votre chaîne Afrique Média.